Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette conférence qui vise à amplifier le mouvement de jeunesse antifasciste à travers l'Europe. Donc j'ai l'honneur de pouvoir animer cette conférence aux côtés de Irénée Jordé, qui est coordinatrice de Rebeldia. Donc Rebeldia, c'est la branche jeune de Podemos, donc notre parti sœur en Espagne, et qui est notamment en charge des relations internationales. Et également avec Kimia, qui est une militante antifasciste et ancienne membre de la Jeune Garde. Donc cette conférence, elle part quand même d'un constat qu'il faut poser, c'est qu'on a une jeunesse fasciste qui s'organise, que ce soit en France, en Europe et à l'international, et donc on doit pouvoir le regarder dans les yeux pour ensuite pouvoir voir comment est-ce que nous, on peut stratégiquement déployer une jeunesse antifasciste, une internationale antifasciste et progressiste pour lutter contre leurs idées et pour gagner. Donc en France par exemple, on a évidemment le Rassemblement national qui participe à des événements à l'échelle européenne. Notamment, ils se sont réunis le 13 juin 2025 pour une soirée. Alors eux, ils disent qu'ils étaient 300 jeunes patriotes européens. En fait, ils étaient 300 jeunes fascistes européens, en présence notamment de Pierre-Romain Thionnet, que j'ai le malheur de fréquenter au Parlement européen, puisqu'il est élu du Rassemblement national au Parlement européen. Il travaillait avant pour Jordan Bardella, c'est son assistant parlementaire. Et par ailleurs, il est président du mouvement de jeunesse du Rassemblement national. Donc on voit qu'autour de ces figures-là se structure un mouvement fasciste qui se structure aussi au niveau des partis, entre guillemets, adultes, et avec justement un espèce de... Enfin, il y a une dédiabolisation qu'ils le jouent, parce qu'ils se montrent en costard-cravate, ils essayent de se dépeindre comme des personnes extrêmement respectables, mais avec des idées absolument nauséabondes, et qu'ils essayent de normaliser. Et au Parlement européen, c'est un lieu où on peut le voir particulièrement, notamment parce qu'on a des conférences ouvertement racistes qui ont lieu dans le Parlement européen. Donc en fait, on a l'impression que le Parlement européen légitime ces discussions, ces espaces, et notamment, on a eu un événement que eux qualifiaient de remigration. La remigration, il faut le dire, c'est la déportation massive de millions de gens hors d'Europe. C'est de ça dont on parle, c'est qu'ils veulent dégager toutes les personnes non blanches d'Europe, et ils le disent dans des costards, dans des cravates. Il y avait notamment Sarah Knafo qui était présente à cet événement. Et évidemment, nous, à The Left, on s'est dit, mais jamais de la vie, en fait, on va normaliser la tenue de ces conférences, jamais de la vie, on va les laisser rentrer dans la salle comme ça tranquillement. Et donc on a fait une contre-manifestation devant la salle de cet événement avec des camarades de toute l'Europe de The Left, avec des pancartes, et pour dire que... en fait, c'était totalement raciste et donc interdit par la loi en fait, de tenir les propos qui allaient se tenir dans la conférence. Et qui est venu au secours de cet événement? Les députés du Rassemblement national, qui n'étaient pas organisateurs, mais qui sont venus nous insulter. Ils ont notamment traité notre camarade Anthony Smith de gros con. C'était Gilles Penel qui est venu, les épaules bien bombées, enfin venir faire les petits caïds en fait devant notre manifestation. Mais on a ça quasiment toutes les semaines maintenant. Des événements avec Némésis, donc ces pseudo-féministes qui sont en fait totalement racistes et qui ne défendent pas les droits des femmes, mais qui défendent simplement la haine de l'autre en mentant en fait sur les causes des VSS, donc des violences sexistes et sexuelles en France et en Europe. Donc on voit en fait toute cette nébuleuse s'organiser notamment à partir du Parlement européen. Et il y a évidemment un fait électoral incontestable. C'est qu'effectivement, l'extrême droite, il y a une proportion significative de jeunes qui commencent à s'identifier aux idées d'extrême droite et qui commencent à voter à l'extrême droite. Pour donner quelques exemples, notamment au Portugal, on a le parti d'extrême droite Chega qui a obtenu un quart des votes des 18-34 ans lors des élections générales de cette année. Et ça a été un coup dur pour nos camarades portugais parce qu'on se disait que le Portugal, c'était le pays en Europe qui ne pouvait pas tomber à l'extrême droite, qui était immunisé contre l'extrême droite parce que cette année, ils ont fêté les 50 ans de la chute de la dictature de Salazar. Donc on disait qu'avec une dictature aussi récente, eh bien, les Portugais ne voteraient plus à l'extrême droite, et on voit que malheureusement, il y a une énorme percée parce que les députés extrême droite sont passés de 12 à 50. Donc, il y a une percée significative. En Allemagne, l'AfD fait 16% auprès des Allemands de 16 à 24 ans, lors des élections européennes de 2024. En Suède, par exemple, on a eu une grande simulation à l'occasion des élections européennes, dans des collèges et des lycées, donc chez des personnes assez jeunes. Et à l'issue de cette simulation, 422 établissements ont placé le parti d'extrême droite suédois en tête de cette fausse élection. Et évidemment, en France, on est touché aussi par cette montée des voix à l'extrême droite. Alors, on a le RN qui fait 32%,
chez les 18-24 ans aux élections européennes. Il faut quand même tempérer en disant qu'il n'y a pas de survote chez les jeunes par rapport aux autres classes d'âge qui votent pour le RN. C'est à peu près les mêmes proportions dans toutes les classes d'âge. Par contre, on a une progression du vote RN chez les jeunes, alors que évidemment, on a aussi en face une tradition chez les jeunes de voter dans la gauche radicale et d'emmerder le Rassemblement national. Et la jeunesse continue d'emmerder le Rassemblement national. Et c'est notre rôle d'amplifier ce mouvement, puisque dans un sondage de mai, Jean-Luc Mélenchon il a 34% chez les jeunes de 18-24 ans pour la présidentielle. Dans un sondage en cas de dissolution, la gauche est à plus de 50%, avec 30% pour la France insoumise toute seule. Et c'est évidemment la jeunesse qui survote pour tout simplement le Jean-Luc Mélenchon, pour la gauche. Et notamment, on sait que si les jeunes avaient voté dans la même proportion que les autres classes d'âge, eh bien on aurait eu Jean-Luc Mélenchon au second tour. Et à l'inverse, si les plus de 65 ans n'avaient pas voté, on aurait eu Jean-Luc Mélenchon au second tour également. Donc on voit qu'il y a un énorme enjeu de mobiliser les jeunes, notamment d'un point de vue électoral, mais pas que. Évidemment, c'est aussi mobiliser les jeunes dans la rue, dans les mobilisations. Et on le voit notamment, on a une espèce de solidarité internationale qui se tisse à partir de la jeunesse. Je pense notamment à la manifestation qu'il y a eu à Budapest. Je ne sais pas si vous avez suivi cette année, le 28 juin. Orban, donc, qui est le fasciste qui dirige le pays, avait interdit la marche des fiertés à Budapest. Et la réaction a été magnifique, parce que malgré l'interdiction, il y a eu une énorme manifestation, sachant que les organisateurs s'attendaient à 35 000 personnes. Et 35 000 personnes, c'était déjà énorme pour le pays, c'était déjà énorme pour une manifestation. On a été 250 000 dans les rues de Budapest. Donc je pense qu'on peut applaudir les camarades hongrois. Parce que c'est une véritable démonstration de force qui montre que les fascistes peuvent toujours essayer de nous interdire de manifester, essayer justement de nous supprimer nos droits, parce que là on parle d'un droit extrêmement basique, élémentaire et fondamental, qui est celui d'aimer qui l'on veut. Et on a vu qu'il y a eu une riposte antifasciste extrêmement forte, qui a fait reculer concrètement Orban et qui a montré aussi le courage des militants, parce qu'ils risquaient gros de braver une interdiction et ils l'ont fait. Donc ça, c'était magnifique. Et de manière générale, on voit de plus en plus de manifestations sur les questions antifascistes, aussi sur les questions écologistes, notamment à l'impulsion de Greta Thunberg, qui est une militante suédoise qu'on ne présente plus et qui a commencé en 2019 avec la grève pour justement l'environnement. On a la grève de l'école pour défendre l'environnement, avec des marches qui étaient assez tranquilles. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on ne confrontait pas assez le pouvoir, que en fait, c'était trop lisse et que finalement, ça n'avait pas de résultat. Et c'est pour ça que de plus en plus, les jeunes musclent le jeu avec les soulèvements de la terre, avec des blocages concrets, avec des méthodes d'action plus fortes et qui confrontent beaucoup plus le pouvoir, les intérêts économiques. Greta Thunberg était notamment à un blocage, là, il y a une semaine, de raffinerie en Norvège. Et on voit aussi que c'est un mouvement qui est solidaire des autres luttes. Parce que dans tous ces blocages avec justement des mots d'ordre écologistes, eh bien on voit des jeunes qui ont des kéfiers, qui lient en fait toutes ces questions en expliquant que évidemment l'antifascisme va de pair avec la lutte écologique, mais aussi avec la lutte anti-impérialiste, etc. Donc avec une jeunesse de plus en plus consciente que toutes ces luttes sont liées. Et je pense aussi notamment aux luttes féministes qui ont lieu à travers le monde entier, notamment en Amérique latine, avec des slogans extrêmement forts en disant la coupable ce n'est pas moi, et donc ce chant était entonné partout dans le monde, partout en Amérique latine, en Europe, et évidemment ce sont les jeunes qui sont à l'initiative de ces grandes manifestations, à l'initiative de ces conquêtes des droits sociaux, féministes et de la lutte contre les ravages que l'on fait au niveau de la planète. Et on l'a vu aussi évidemment avec toutes les manifestations en solidarité avec la Palestine. En France, y compris des lycées ont été bloqués. Donc on a des jeunes qui avaient plus de courage politique que nos dirigeants, qui ont bloqué leur établissement. Et je me suis rendue sur plusieurs points de blocage de lycéens, où on voit en plus toute la violence de l'État, parce que les flics étaient extrêmement moqueurs en fait de la mobilisation de ces jeunes, alors que ceux qui sont ridicules, ce sont justement ceux qui ne font rien face au génocide en cours. Et donc on avait des jeunes extrêmement courageux qui savaient très bien pourquoi ils bloquaient leur établissement. Ce n'était pas pour rater des cours, c'était parce que des enfants se font tuer tous les jours en Palestine. Et je pense qu'on peut applaudir tous les lycéens, tous les étudiants qui se mobilisent partout. Et
et avec des méthodes d'action qui se diffusent à travers le monde, parce que par exemple le mouvement pour la Palestine a notamment commencé aux États-Unis avec le fait de poser des tentes dans les établissements scolaires, et ça a été répété un peu partout dans le monde, et c'est là qu'on voit aussi la puissance des réseaux sociaux qui permet aussi de voir les méthodes d'action à travers le monde et qui permet de les répliquer très rapidement un peu partout. Donc évidemment il faut se structurer, avoir des liens plus formels entre les jeunes qui se mobilisent dans le monde, mais les réseaux sociaux facilitent quand même ce partage de connaissances, d'idées, de modes d'action, parce que avec la répression, on a aussi une nécessité de pouvoir s'adapter très vite et trouver des nouvelles méthodes d'action pour pouvoir être efficace. Et j'en viens du coup à notre parti européen, ELA, qui est né cette année, puisque c'est une alliance des gauches radicales en Europe, donc composée de 7 pays. Donc il y a la France avec la France insoumise, il y a aussi les pays nordiques avec la Suède, le Danemark et la Finlande, et les pays du Sud, donc avec le Portugal et l'Espagne, et il y a aussi les Polonais qui sont avec nous, et donc c'est une manière de répliquer face à l'organisation des fachos, en fait, qui eux se rencontrent de plus en plus pendant des sommets ultra racistes. Et bien nous aussi, on se rencontre maintenant, mais avec des mots d'ordre résolument antifascistes, féministes, écologistes, anti-impérialistes. Et donc cette structure va nous permettre d'échanger plus facilement nos modalités d'action, et il y aura aussi une déclinaison au niveau de la jeunesse pour qu'on puisse se coordonner et pouvoir agir ensemble en Europe, être solidaires de toutes nos luttes, sachant que quand on se met à discuter ensemble, on se rend compte qu'on a les mêmes problématiques. Du coût du logement qui explose, c'est commun à toute l'Europe. Du backlash face à nos mobilisations féministes, où on voit de plus en plus de personnes remettre en cause les droits des femmes, notamment sur la question de l'IVG, eh bien on voit que c'est un mouvement qui a lieu dans toute l'Europe. Donc sur toutes ces thématiques-là, on voit qu'on a les mêmes combats, et que donc c'est important qu'on puisse partager ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et je vais finir sur le fait qu'on peut aussi analyser les résultats électoraux et en tirer toutes les conclusions nécessaires. Et je pense notamment au cas de l'Allemagne, avec les dernières élections, où Die Linke s'est ressaisi d'une certaine manière, parce qu'avant ils étaient un peu flous sur certaines questions, notamment sur l'antiracisme, notamment sur le féminisme. Et on a y compris des personnes en France qui vont nous dire « Bon, oui, on est de gauche, mais... attention, il ne faut pas parler d'antiracisme, il ne faut pas parler de certains sujets, il faut plutôt jouer au foot quand on parle d'antiracisme. » Eh bien, quand on regarde ce qui se passe en Allemagne, avec Die Linke qui a réorienté sa campagne, avec des mots d'ordre clairs sur l'antiracisme, sur le féminisme, sur les luttes LGBTI, sur la question sociale, sur la question palestinienne aussi, eh bien, on voit que ça paye dans les urnes, parce qu'ils ont eu un regain déjà de militants jeunes qui ont investi massivement le parti Die Linke, et ça se voit électoralement, parce qu'ils sont passés de 0 député à plus de 60 députés. Donc on voit que quand on est clair sur l'antiracisme, on peut gagner, on peut progresser. Et donc dans cette conférence, on va pouvoir faire un état des lieux de ce qui se fait en Europe, de ce qui se fait en termes de méthode d'action. Et donc on va commencer avec Irénée, qui va pouvoir nous présenter Rebeldia, qui va pouvoir nous présenter ce qu'ils font en Espagne pour lutter contre le fascisme, et qui pourra peut-être aussi revenir sur l'histoire récente de l'extrême droite depuis la fin de Franco. Je vais essayer de faire une interprétation en français de ce que Irénée va dire en espagnol, donc ça va peut-être couper de temps en temps pour qu'on puisse avoir une traduction la plus correcte possible. Mais si vous parlez espagnol, vous aurez une meilleure compréhension. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, creo que este espacio representa, igual que ha habido otros espacios durante el verano, representa una respuesta a la necesidad que creo que has presentado sobre la necesaria reacción que la militancia de izquierdas, y sobre todo creo como joven, la militancia de izquierdas debemos empezar a emprender en toda Europa. Que cet espace, les amphis, merci beaucoup pour l'invitation, que cet espace des amphis est à l'image de beaucoup d'autres endroits qui se sont développés cet été et qui prouvent la nécessaire réponse et la réaction nécessaire qu'on doit avoir contre la montée du fascisme, et notamment chez les jeunes de gauche qui ont besoin de se retrouver pour partager ces expériences-là et pour construire ensemble une réponse à l'international réactionnaire. Cuando le planteé a mi equipo el tema de la charla, estuvimos discutiendo varias horas, porque a la pregunta de qué es el antifascismo, en España quizá
se responde de manera diferente a otros países de Europa, porque bueno, nosotras no llevamos ni siquiera 50 años en democracia. Francisco Franco, nuestro dictador, murió el 20 de noviembre de 1975. Este año haremos 50 años. Y los 40 años de dictadura en España creo que marcaron en ese momento, pero siguen marcando a día de hoy, las formas del fascismo y también las formas del antifascismo en España. Que quand ils ont discuté le thème de cette conférence avec son équipe de Rebeldia en Espagne, ils se sont posé une question parce que qu'est-ce que veut dire l'antifascisme? C'est pas forcément la même réponse qu'on peut apporter en Espagne que la réponse qui peut être apportée ailleurs en Europe, parce que eux ont connu le fascisme assez récemment sous Franco. Ça fait seulement 50 ans que la démocratie a été plus ou moins rétablie en Espagne depuis le décès de Franco en novembre 1975. Ça va faire 50 ans en novembre prochain, en novembre 2025, et que donc les formes de l'antifascisme sont parfois différentes en Espagne parce qu'ils ont une expérience du fascisme qui est très récente et qui est très violente et qui marque encore aujourd'hui. Elle n'a pas marqué seulement sous la période de Franco, mais elle marque encore aujourd'hui durablement l'Espagne. Entonces, cuando estuve discutiendo con ellos, nos dimos cuenta de que en España el fascismo, igual que muchas teóricas cuando hablan del fascismo, postulan, hemos vivido, digamos, dos facetas o dos ideas diferentes del fascismo. Durante la dictadura de Franco vivimos un fascismo formal, un Estado fascista, con cero garantías procesales. España, si no lo sabéis, es el segundo o el tercer país del mundo con más desaparecidos en la actualidad, con casi 300.000 personas que a día de hoy siguen sin identificarse, sin un régimen de libertades, con un sindicato vertical único, un sindicato patronal, policía secreta, campos de concentración en territorio español. Estas son cuestiones que a día de hoy en democracia en España se siguen sin saber. Entonces vivimos, por una parte, ese... En Espagne, il y a eu deux formes de fascisme. Elle a présenté la première forme de fascisme qu'ils ont pu vivre en Espagne, qu'elle décrit comme le fascisme formel, c'est-à-dire en gros le développement d'un État fasciste. Donc en fait, l'État fasciste, comme on peut avoir la description classique dans les théoriciens, l'Espagne est quand même le troisième pays avec le plus de disparitions qui ont pu avoir lieu aussi en Amérique latine sous les différents États fascistes. En Espagne, c'est 300 000 personnes qui ont disparu sous le fascisme et dont on n'a toujours aucune trace encore aujourd'hui. C'est l'implantation d'un fascisme dans les partis politiques, aussi dans les syndicats. Il y avait un syndicat qui était le syndicat patronal. Il y avait une police secrète, il y avait des camps de concentration qui se sont développés sur le territoire espagnol. Donc tout ça, ça fait partie de ce qu'elle appelle le fascisme formel, c'est-à-dire l'implantation directe et la construction d'un État fasciste dans toutes ses formes. Ese es el fascismo que vivimos en España durante la guerra civil y los otros 40 años de dictadura. Pero claro, al estar en una organización antifascista y militante de base, nos dimos cuenta que en España no solo existe ese fascismo, y creo que en el fascismo material o el fascismo ideológico es lo que a día de hoy compartimos todos los países de Europa. Este fascismo material quizá no se estructura en las instituciones que podríamos aún denominar democráticas. Quizá hay países en los que las garantías democráticas siguen más a la orden del día. Considero que España es un país bastante anómalo en este sentido en el contexto de la Unión Europea. De hecho, cuando fueron las elecciones en mayo de Portugal, mi colega portuguesa Yara me decía que España sigue siendo la resistencia. Pensábamos que la península ibérica iba a resistir en su conjunto, pero bueno, solo queda España con un gobierno de izquierdas. Pero por no irme por los laureles, la forma de fascismo que creo que vivimos en España a día de hoy se basa en dos pilares fundamentales. En primer lugar, aprovechar la degradación de las instituciones democráticas en España. Durante muchos años la derecha en España era liberal, representaba el ideal de democracia liberal con ciertas garantías de seguridad social, estado de bienestar en definitiva. Cuando la ultraderecha empieza a tomar forma en España,
en torno al 2017-2018. En 2017 y 2018 pasan dos cosas muy importantes. En 2017 ocurre el 1 de octubre, que es el referéndum por la independencia de Cataluña, con las sucesivas detenciones, persecución política, encarcelamiento, exilio, etcétera, etcétera. Y en 2018, el 8 de marzo, algo de lo que creo las mujeres jóvenes en España estamos muy orgullosas, la convocatoria de la huelga general por el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora. Estos 2 años Ay, perdón. Se me olvida. Donc, le fascisme tel qu'il existe aujourd'hui, à son sens, en comparaison au fascisme formel évoqué avant avec l'État fasciste espagnol, c'est plutôt un fascisme matériel, un fascisme idéologique. Et là, on peut avoir une convergence de ces différents types de fascisme à travers l'Europe, pas uniquement en Espagne. C'est un fascisme qui prend forme sans réelle structure, qui n'implante pas réellement une structure fasciste au sommet de l'État, qui donne un peu plus de garanties démocratiques, un peu plus de garanties libérales, mais qui est une forme de fascisme quand même. Elle évoquait les élections de mai au Portugal, qui ont été évoquées rapidement avec Yara, donc qui devait être l'autre intervenante de la conférence, où Yara lui disait peut-être que l'Espagne est finalement la dernière forme de résistance dans la péninsule ibérique, parce que, comme disait Emma, le Portugal, on ne pensait pas qu'il pouvait tomber sous le joug du fascisme, mais qui n'est pas du tout le même fascisme que les dictatures à l'époque de Franco et Salazar, qui s'implantent un peu moins directement. Et donc pour elle, le premier pilier de l'implantation du fascisme dit matériel idéologique, c'est de profiter de la dégradation de la démocratie libérale, profiter de la dégradation des institutions. Pendant des années en Espagne, la droite était libérale, donnait des garanties sur les droits sociaux, était quand même de droite économiquement, mais donnait quelques garanties après la chute du fascisme. Et il y a eu un changement majeur en 2017-2018 avec la réapparition de l'extrême droite en Espagne. En 2017, d'abord avec le 1er octobre et le référendum avorté en Catalogne, avec la répression violente, l'arrestation des leaders catalans au moment du référendum, tout ça orchestré par la droite au pouvoir à l'époque en Espagne. Et puis le 8 mars 2018, dont les militantes féministes espagnoles sont toujours très fières, avec la première grève générale féministe qui s'est mise en place le 8 mars 2018 dans cette même période. Et tout ça a donné lieu à... Después de estas dos fechas, en 2019 se convocan primero en junio y luego en noviembre elecciones generales. En junio de 2019 Vox sacó 3 millones de votos. Es la primera vez que los españoles votan en masa a la extrema derecha o al fascismo en España. Esas elecciones no dan como resultado un gobierno porque no dan los números, y en noviembre de 2019 se vuelven a convocar elecciones. En estas segundas elecciones Vox no baja sus votos, sino que los aumenta a 3.600.000 votos. Y es en este momento cuando Vox aprovecha el segundo pilar, que para mí es el fundamento de este fascismo ideológico en España, y es la institucionalización de la violencia. Cuando antes decía que el PP, el Partido Liberal Español, daba ciertas garantías en España hasta la aparición de Vox, me refería que yo era pequeña relativamente, ya estaba politizada, pero no se escuchaba aún discursos abiertamente islamófobos, discursos abiertamente racistas. No sé si porque no se pensaba en eso o porque no se tenía la valentía de hacerlo. Discursos, en definitiva, abiertamente violentos. Durante esa legislatura Podemos es parte del gobierno con el Partido Socialista. Sin embargo, ya se empiezan a vivir territorialmente, en asambleas territoriales de mi país, momentos sorprendentes, como por ejemplo en la Asamblea de Madrid, cuando se aprueba la ley LGTBI y la presidenta de la Comunidad de Madrid decide recurrirla al Tribunal Constitucional porque la ideología de género es una absoluta barbaridad. Vox evidentemente lo apoya. No voy a dar más ejemplos. No voy a dar más ejemplos porque es extenderme mucho, pero y ahora sí.
Donc après ces deux moments, en 2017-2018, le 1er octobre et le 8 mars, en 2019, il y a deux élections qui ont été convoquées en Espagne. Lors de la première élection en juin 2019, Vox, donc le parti d'extrême droite espagnol, a réuni plus de 3 millions de voix, ce qui était une première depuis la fin de la dictature de Franco en 1975. Et ces premières élections en juin 2019 n'ont pas donné lieu à la formation d'un gouvernement. Et donc, vous savez, en Espagne, c'est pas tout à fait le même système législatif. Donc, s'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, il n'y a pas de gouvernement. Donc, il y a eu des nouvelles élections qui ont été convoquées en novembre 2019. Et là, Vox a augmenté son nombre de voix en faisant 3,6-3,7 millions de voix. Et c'est là où elle dit que Vox a profité de cette situation de déstabilisation des institutions. Premièrement, parce que donc il n'y avait pas eu de gouvernement qui avait été formé, donc ils ont pu appuyer leur discours là-dessus. Et puis aussi parce qu'il y avait une forme d'institutionnalisation progressive de la violence. C'est-à-dire qu'auparavant, c'était le PP, donc le Partido Popular, donc la droite espagnole qui était au pouvoir, et qui était, comme elle disait auparavant, plutôt libérale, et qu'il y a une forme d'institutionnalisation de la violence, entre autres avec ce référendum en Catalogne, mais aussi qu'auparavant, il n'y avait pas de propos directement islamophobes ou pas de propos directement racistes qui étaient tenus par le PP au pouvoir. Alors soit parce que c'était pas des thématiques qui les intéressaient, soit parce qu'ils avaient peur d'en parler et qu'à ce moment-là ils se taisaient sur ce sujet. En tous les cas, il n'y en avait pas. Et au fur et à mesure, ça a commencé à arriver. Donc dans cette législature, à partir de 2019, où donc Podemos était au pouvoir avec le Parti Socialiste, il y a eu des premiers signes, on va dire, de cette institutionnalisation de la violence et de la violence verbale notamment. Et un exemple, c'est à l'Assemblée de Madrid, où quand la loi LGBT a été votée, la présidente de l'Assemblée de Madrid a transmis cette loi au tribunal constitutionnel, considérant que l'idéologie du genre était dangereuse pour le pays. Et donc, elle a été évidemment appuyée par Vox, l'extrême droite, à ce moment-là. Et c'est des premiers signes où la violence verbale est arrivée comme une forme de backlash au gouvernement de gauche en place. Entonces, quería dibujar un poco el contexto porque este contexto, esta dualidad de fascismos, el fascismo estructural o estatal, institucional y el fascismo ideológico, han estructurado en España históricamente dos formas de resistencia antifascista. Durante la dictadura de Franco, el antifascismo en España no dejó de existir, sino que se organizó de forma clandestina absolutamente, de diferentes formas. Teníamos desde organizaciones clandestinas como el Partido Comunista de España, que luego participó en la transición, el FRAP, el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, no hace falta que esto te lo apuntes, la Posición Sindical Obrera y Estudiantil. También hubo lucha armada o resistencia armada, la configuración de diferentes movimientos sociales y sobre todo la configuración de redes de auxilio y de apoyo para las personas tanto encarceladas por motivos políticos como exiliadas por motivos políticos en el Estado español. Y luego, bueno, asociaciones culturales, etcétera, pero siempre en la clandestinidad. Esta clandestinidad, aparte, también afectó sobre todo a la supervivencia o a la legitimidad de ciertas regiones de España que no compartimos el idioma español, que tuvimos que estar transmitiendo, creando y aprendiendo nuestra propia cultura por ser en otro idioma de forma clandestina. Y algo tan básico como hablar o escribir o leer en España, de alguna forma, también llegó a ser una forma de resistencia antifascista. Vale. Donc ça ces deux formes de fascisme qui ont été évoquées juste avant. De cela découlent différentes formes d'antifascisme qui ont pu être expérimentées en Espagne. Et la première, c'est la forme d'antifascisme purement clandestine, c'est-à-dire pendant la guerre civile espagnole et ensuite pendant la dictature de Franco. Donc, entre autres avec le Parti communiste qui était illégal à ce moment-là, d'autres mouvements qu'elle a cités, Front révolutionnaire antifasciste et patriote, des mouvements étudiants qui se mobilisaient et qui étaient des réseaux d'aide et d'appui clandestins, par exemple aux personnes qui étaient emprisonnées pour des motifs politiques, mais aussi aux personnes qui étaient exilées, qui avaient fui le pays également pour des motifs politiques, et que tous ces mouvements-là étaient vraiment clandestins et s'appuyaient sur une réelle forme de
survie et de légitimité d'un courant politique et de certaines personnes qui étaient persécutées, aussi parce que à l'époque, par exemple, l'État fasciste voulait imposer l'espagnol, enfin le castillan comme seule langue et qu'il n'y avait plus le droit d'avoir les langues régionales et que du coup le simple fait de parler, d'écrire et de transmettre ces langues et cette culture était déjà une forme de résistance clandestine sous l'État fasciste espagnol. Claro, en España tenemos 3 años de transición democrática, se aprueba la nueva Constitución en 1978 y entramos en la época democrática. Los movimientos antifascistas siguen perviviendo y voy a hablar ya de lo reciente. El movimiento antifascista en España sí que es verdad que no tiene la misma presencia, no tiene una presencia unitaria o igual en todo el territorio del Estado español. Hablaba de las lenguas españolas que no son el castellano, porque sobre todo en los territorios con una cultura y una lengua marcada diferente al español, los movimientos antifascistas es donde tienen cada vez, bueno, siempre han tenido y cada vez tienen más fuerza. El movimiento antifascista en España tiene una, bueno, hablándolo con algunas compañeras francesas, me comentaban que aquí puede llegar a pasar lo mismo, pero en España sucede mucho un fenómeno que es el intrusismo de ciertas agrupaciones, movimientos, ideologías que se dicen antifascistas, se dicen de izquierdas, pero que luego finalmente acaban siendo lo que nosotras denominamos fascistas de izquierdas, movimientos mal llamados marxistas, contra el extranjero, contra la mujer, contra el migrante, contra el pobre que no es español, contra las mujeres. Estoy hablando de movimientos como puede ser el Frente Obrero o otros parecidos. Y esta situación a las agrupaciones antifascistas nos deja en una posición muy complicada. Y desde Rebeldía además tenemos una cuestión añadida, y es que dentro del discurso antifascista cierto sector considera que el antifascismo institucional no es tan antifascista como el antifascismo no institucional. En el momento en el que Rebeldía está asociada con un partido político y hacemos lucha antifascista, para cierto sector del antifascismo español no estamos siendo tal porque estamos dentro de unas instituciones que ellos y ellas consideran ya per se, inherentemente, fascistas. Y es la razón por la que he querido diferenciar el fascismo estructural del fascismo ideológico, porque si bien es cierto que en Europa, y ya acabo, en Europa hay ciertos estados que cada vez transitan desde democracias liberales en crisis hacia estados iliberales, como puede ser el de Hungría con Víctor Orbán, en el que hay en apariencia democracia, pero sin embargo se sobrepasan los límites constitucionales, se recorta la posibilidad de actuación de la oposición, se recortan los derechos fundamentales. En España, para ser sinceras, no estamos en este punto. Donc ensuite, donc ça, elle a parlé d'abord de la clandestinité. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé à partir des années de transition démocratique, puisqu'en Espagne, il y a eu 3 ans de transition démocratique après la chute du régime de Franco. Et ben, l'antifascisme n'a pas cessé d'exister, évidemment, mais il a un peu changé de forme, puisque le régime a changé de forme. Et donc, il n'était déjà pas présent de manière équivalente sur le territoire. C'est ce qu'elle disait auparavant sur les langues régionales, par exemple. Il y a certains endroits qui étaient très différents de la langue commune du castillan et qui donc avaient une présence antifasciste un peu plus importante, qui a continué d'exister après la chute du régime de Franco, mais il y a eu aussi l'apparition de différents mouvements qui se prétendent antifascistes, qui se prétendent de gauche, mais qui en réalité sont contre les étrangers, sont contre les droits des femmes, etc. Elle dit que c'est par exemple le cas du Front ouvrier en Espagne, et donc face à ça, les mouvements comme Rebeldía doivent se positionner sur quel antifascisme ils veulent, parce qu'ils considèrent que ce prétendu antifascisme de gauche ne l'est pas réellement. Et disait, en discutant avec des camarades français, c'est quelque chose qui peut aussi avoir lieu en France avec des mouvements qui se prétendent féministes, mais qui ne sont pas réellement, parce qu'ils ont des thématiques racistes notamment au sein de leur programme. Donc Rebeldía devait se positionner par rapport à ça, puisque alors Rebeldía est un mouvement qui est indépendant de Podemos, mais qui est quand même relié à Podemos, et donc pour certaines parties du mouvement antifasciste, Rebeldía n'était pas considéré comme de réels antifascistes, étant donné qu'ils étaient reliés à un mouvement qui était institutionnel, et que pour certains, l'héritage de la dictature prouve que le mouvement antifasciste doit être absolument déconnecté de toute forme institutionnelle. Pour eux, c'est pas leur point de vue, puisque évidemment
Elle dit qu'avec cette forme de fascisme, on va dire, idéologique et matériel, on tombe pas forcément directement dans une dictature, mais on a parfois un glissement avec un État fasciste qui part d'une démocratie libérale qui est un peu en crise et qui, au fur et à mesure, installe un État illibéral qui a l'apparence d'une démocratie, comme en Hongrie par exemple, mais qui en réalité n'en est pas une parce que certains partis sont interdits, parce que les élections ne sont pas libres, sont faussées, etc., etc. Et donc à partir de ce moment-là, il est important aussi d'avoir des mouvements antifascistes qui sont liés au fonctionnement institutionnel, parce que parfois le fascisme n'arrive pas uniquement avec une guerre et une prise de pouvoir directe, mais aussi par le glissement de certaines démocraties à l'apparence libérale et qui glissent vers une démocratie libérale. C'est pour l'instant pas le cas en Espagne d'une démocratie complètement illibérale, mais le mouvement antifasciste institutionnel est quand même important à ce titre-là. Entonces, bueno, la conclusión, volviendo a la discusión que tuve con mis compañeras de organización, porque dentro de la cultura antifascista y de la militancia antifascista siempre me ha dado la sensación de que hay dos grupos de acción. En el primero tendríamos, ¿no?, estas militantes de base históricas antifascistas que enfrentan el fascismo día a día en las calles y que ponen su cuerpo a disposición de lo que pueda pasar, recibiendo palizas, amenazas, etc. Y luego tendríamos, ¿no?, este antifascismo más teórico, más cultural, que muchas veces también se denosta por la falta de acción contra el fascismo. Entonces la conclusión de la discusión que tuve con ellas, porque yo formo parte de una cultura de militancia antifascista y muchas de mis compañeras forman parte de la otra, la conclusión es que el movimiento antifascista tiene que integrar necesariamente las dos perspectivas. Evidentemente tenemos que estar en la calle, tenemos que quitarle el espacio a la derecha del auxilio social, porque bueno, en España la asistencia social muchas veces la lleva a cabo la Iglesia Católica. Esto dificulta mucho el acceso del discurso de izquierdas muchas veces en la población más popular, porque la ayuda la reciben de la derecha y de la extrema derecha en ayuda de la Iglesia Católica. Pero desde otro lado nos tenemos que también, sobre todo la juventud, poner las pilas y empezar a desarrollar discursos teóricos coherentes con los tiempos que vivimos. La izquierda, considero, el antifascismo, está bien seguir con el discurso racional de por qué entendemos que el fascismo está mal. Parece absurdo tener que estar hablando de esto en 2025, pero tenemos que hacernos cargo de que a día de hoy el discurso político no es racional, es emocional. No estamos en no vivimos, si vivimos en democracias racionales, vivimos en democracias emocionales, democracias. Entonces, esta acción antifascista directa en la calle, la acción directa no violenta, se tiene que compatibilizar con la teorización y el desarrollo de discursos teóricos que apelen a la emoción repito que es absurdo hablar de esto, pero para convencer a la población de que el fascismo está mal, de que el fascismo atenta contra la vida, no solo de las personas que consideramos que son los otros, sino contra nuestra propia vida. Y ya está. Que donc dans ces démocraties comme ce qui existe actuellement en Espagne, il y a deux formes d'antifascisme qui se développent. L'antifascisme qui est plus formé par des militants de base, sur le terrain, dans la rue, qui hérite de l'historique de l'antifascisme clandestin, qui mettent leur corps directement en opposition et qui est porté par beaucoup de jeunes aussi, dans ce qui peut se faire dans d'autres pays d'Europe, mais avec l'antifascisme directement de rue. Et aussi un antifascisme un peu plus théorique, culturel, qui participe à la création intellectuelle et qui est parfois critiqué par les militants de terrain pour ne pas directement se mettre en danger et qui ne fait pas suffisamment d'action directe. Et des discussions qu'ils peuvent avoir en Espagne entre ces deux formes d'antifascisme se disent que les deux sont extrêmement importantes, qu'il y a besoin en fait aujourd'hui, vu la nécessité et l'urgence d'avoir un antifascisme dans la rue avec des jeunes qui agissent directement, qui mettent leur corps directement à disposition, on va dire, de la lutte antifasciste, parce qu'elle monte énormément et qu'il y a aussi une présence de d'autres corps sociaux comme par exemple l'Église catholique en Espagne qui a énormément
diffuser son discours et qui a besoin de le contrer de façon très directe, mais qu'il y a aussi besoin que la gauche développe un discours antifasciste plus théorique, plus culturel, pour gagner la bataille culturelle, parce que les idées racistes se diffusent de plus en plus, c'est le cas en Espagne comme c'est le cas en France, et que ces idées-là doivent avoir un contre-discours et qui doit motiver la raison et l'émotion, parce que aujourd'hui elle dit qu'on n'est plus dans des démocraties dites rationnelles, mais dans des démocraties émotionnelles qui se basent uniquement sur l'émotion et sur la réaction directe, parce que sinon elle dit on n'en serait pas en 2025 à dire des choses aussi débiles que le fascisme c'est mal, mais oui, il faut malheureusement répéter en 2025 que le fascisme c'est mal, et que ça touche pas seulement les autres, mais que ça touche aussi à nous, à tout le monde, à nos modes de vie, et qu'il est important face à ça de proposer une alternative qui se base sur la raison et sur l'émotion, et qui ne laisse pas le fascisme développer seul ses idées directement, et du coup prendre le contrôle des démocraties aujourd'hui via des discours simplistes, et que donc on a besoin des deux, on a besoin de ces deux pieds-là dans la rue et dans la production théorique et intellectuelle. Donc merci beaucoup Kimia pour ce premier éclairage. Merci à Noé pour la traduction. Donc on sait que la Jeune Garde a été honteusement dissous par l'immonde Retailleau, et je tiens à réaffirmer au nom de nous tous ici, au nom de la France Insoumise, notre soutien à la Jeune Garde. Merci beaucoup à la Jeune Garde pour tout ce qu'elle a fait jusqu'ici. Rappelez qu'on ne pourra jamais dissoudre l'antifascisme, et vous en êtes ici la preuve, cette conférence en est la preuve. Et donc Kimia, est-ce que tu peux nous présenter ton expérience, les actions que tu as pu mener au moment de l'existence de la Jeune Garde? Comment est-ce que vous avez pu vous structurer localement, agir et grandir partout sur le territoire? Et je rappelle que, évidemment, vous avez fait appel devant le Conseil d'État, donc évidemment, ce n'est pas fini. Merci. Alors, la Jeune Garde, du coup, c'est une organisation antifasciste qui a été fondée en 2018 dans un contexte où les FAF et les fascistes étaient hyper présents dans la ville de Lyon. Ça se traduisait par des attaques de manifestations, des agressions racistes ou homophobes. Lyon était considéré comme étant le laboratoire de l'extrême droite du fait de la présence de plusieurs mouvances. Donc il y avait des identitaires qui étaient incarnés par Génération Identitaire. Il y avait des royalistes incarnés par le groupe L'Action Française. Et il y avait aussi des néo-nazis qui se revendiquent du national-socialisme, à l'instar par exemple de Lyon Populaire ou du Bastion Social. Et donc la violence des FAF, elle était vraiment très décomplexée, parce que ça passait par des attaques de manifestations ou de locaux ouvertement de gauche en plein jour. Ils passaient à l'acte sans masquer leur visage, et ils prenaient même pas la peine de flouter leur tête sur leurs publications. Et donc la présence fasciste à Lyon, elle était aussi hyper marquée du fait de la présence de locaux ouvertement fascistes à Lyon. Donc il y avait des bars identitaires comme la Traboule, il y avait des salles de sport comme la Gaugée où ils pouvaient s'entraîner, et on se doute bien qu'ils n'avaient pas que du pilate là-bas. Ou alors il y avait même des bars réservés aux blancs, et des organisations par exemple qui organisaient des maraudes réservées aux personnes sans abri blanches, quoi. Et donc ça a constitué un ensemble de lieux où l'extrême droite pouvait s'organiser dans la ville de Lyon pour pouvoir par la suite mettre en place leurs actes ouvertement racistes et homophobes et tout ce qui s'ensuit. Et donc c'est donc dans ce contexte-là que la Jeune Garde s'est fondée, avec la volonté d'être un outil en fait efficace pour défendre notre camp social et politique dans la lutte contre l'extrême droite et face aux attaques de l'extrême droite. Et c'est sur cette base-là en fait qu'on a adopté des pratiques d'autodéfense. Donc nous, on définit l'autodéfense par le fait de s'organiser pour défendre notre camp social et politique face aux attaques de l'extrême droite. Et donc ça peut prendre en fait des formes plurielles. Donc ça passe par exemple par le fait de sécuriser un collage. On arrive groupé, on se donne un point de rendez-vous pour se briefer, pour débriefer. Ça passe par le fait de faire des services d'ordre en manifestation pour pouvoir sécuriser les espaces politiques et pour pouvoir à notre camp politique de pouvoir exprimer ses idées politiques. Et ça passe aussi par de la formation, parce qu'il est important actuellement de construire un socle idéologique fort pour pouvoir mener la bataille culturelle face à l'extrême droite qui est en cours. Et donc pour gagner en efficacité, il a fallu adopter du coup certains comportements et des règles de discipline pour pouvoir être opérationnel. Et ça passe notamment par exemple par l'interdiction de la consommation de drogue et d'alcool sur les temps politiques pour pouvoir permettre à nos militants d'être en pleine capacité et en pleine position de leur faculté pour pouvoir pallier à une attaque de l'extrême droite qui pouvait arriver à tout moment à ce moment-là.
Et ça passe également par l'interdiction totale de consommation de drogues de synthèse, comme la cocaïne, parce que on sait que ça grille les neurones. Vraiment, la drogue, c'est pas bien. Du coup, on interdit ça, et surtout aussi dans une logique anti-impérialiste, parce qu'on sait que ce sont des trafics qui maintiennent certains mécanismes de domination. Je pense à la traite d'êtres humains, avec notamment le proxénétisme, où les femmes sont souvent victimes du trafic de cocaïne. Et donc la jeune garde, c'est un travail d'autodéfense, mais pas seulement. Alors l'autodéfense dans tout ce que ça englobe et dans tout ce que je viens de décrire, mais pas seulement, parce qu'on n'a jamais eu vocation à devenir une boîte de sécurité privée. Du coup, on avait vraiment cette volonté de mener un vrai travail politique pour pouvoir mener à bien cette bataille contre l'extrême droite. Et du coup, c'est une stratégie politique qui s'est organisée autour de 3 axes. Donc premièrement, c'est le travail de terrain. Donc la volonté de ce travail de terrain, c'est de réaffirmer nos idées politiques et nos pratiques politiques dans nos quartiers. Ça passe vraiment par de la politique de proximité. Ça va passer par des tractages, des collages, des stickages, des tractages dans les marchés, devant les lycées, lors des grandes échéances électorales. Je pense aux élections législatives où la jeune garde a beaucoup été mobilisée pour tracter pour certains candidats du nouveau Front populaire. Et d'ailleurs, ça a abouti à l'investiture de plusieurs candidats. Je pense à Abdelkader Lamar, je pense à Anaïs Belwassa, je pense à Raphaël Arnaud aussi, qui a été investi dans le Vaucluse. Et donc, c'est tout un travail de terrain en fait, qui va servir à propulser nos lignes antifascistes et nos pratiques surtout d'autodéfense et tout ce que ça implique. Merci. Ce travail de terrain, il passe aussi par des apparitions lors de grandes manifestations ou des grands mouvements sociaux. Je pense à la réforme des retraites, je pense aux Gilets jaunes, je pense à la loi sécurité globale. Et donc, c'est des moments où on apparaît avec une certaine posture, on va dire, pour sortir du folklore militant et de l'image qu'avait l'antifascisme à un moment. Parce que la vision qu'avaient les gens de l'antifascisme, c'était des gens habillés en noir, qui faisaient un peu peur, qui n'étaient pas très attrayants. Et donc, surtout pour aller recruter une nouvelle frange de la population, il a fallu adopter aussi certains codes esthétiques pour pouvoir sortir de ce folklore-là et rendre l'antifascisme plus accessible. Notre stratégie politique, elle passe également par un travail médiatique. Donc ça va être par le fait de mener la bataille culturelle dans l'espace médiatique, car l'extrême droite a récupéré ces espaces-là pendant très longtemps et ils sont encore très très omniprésents. Et c'est la raison pour laquelle on a mis en place un porte-parole avec le député Raphaël Arnaud, qui est l'un des anciens porte-parole de la Jeune Garde. Parce qu'à ce moment-là, il y avait plusieurs groupes comme Génération Identitaire qui avaient investi plusieurs porte-paroles et donc qui avaient l'occasion du coup de propager leur ligne sur des plateaux comme TPMP à des heures de grande écoute. Et donc nous, notre objectif, ça a toujours été de lutter contre l'extrême droite sur tous les terrains, et ça passait également par l'espace médiatique. Le troisième point de cette stratégie politique, c'est le travail en interorganisation. Donc c'est un travail qui est basé sur l'unitaire et qui s'inscrit en fait dans un maillage de plusieurs organisations de gauche avec lequel on va mener des projets, on va mener des campagnes, avec toujours comme seul objectif de remettre la question de l'extrême droite au centre du débat, parce qu'il est vrai que l'extrême droite représente une menace pour chacune de nos organisations. Et donc c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est constitué en un collectif donc, qui s'appelle Fermons les locaux fascistes. Et avec ce collectif, ça nous a permis du coup de fermer les locaux fascistes présents dans la ville de Lyon. Donc ça s'est fait par un travail en organisant des réunions, en faisant pression sur les mairies pour pouvoir fermer ces locaux fascistes. Et donc, dans ce travail d'Interorga, on travaille avec des organisations vraiment diverses. On va vraiment ratisser large. On travaille avec AJC, on travaille avec le planning familial, on travaille avec des syndicats, on travaille avec des syndicats étudiants. Et toujours dans cette logique de combat de l'extrême droite, surtout dans une ville comme Lyon, vraiment où ça représente un vrai repère de FAF, quoi. Donc, il y avait vraiment beaucoup de travail à ce moment-là. Voilà. Pour la première question. Merci beaucoup et bravo pour votre travail depuis le début. Je vais poser 2 questions et je pense que chacun pourra répondre l'une après l'autre sur déjà quels obstacles
rencontré sur le chemin justement pendant votre militantisme, quelles menaces dans ces actions, et aussi le rôle de l'État face à toutes ces actions antifascistes avec tout l'appareil répressif qu'on connaît, avec la répression qui va jusqu'à la dissolution, etc. Et mon autre question, ce serait sur pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un mouvement de jeunesse antifasciste qui se déploie à la fois en France un peu partout, mais aussi au niveau européen, et comment est-ce qu'on peut encourager cette coopération internationale. Creo que la compañera de la Jeune Garde podrá explicar mejor... ¿Qué pasa? No, que va. Creo que la compañera de la Jeune Garde podrá explicar mejor la cuestión de la disolución de los movimientos, pero en España pasa básicamente lo mismo. En 2018-2019 hubo una organización, 2021, hubo una organización en España ecologista que con agua y remolacha manchó de rojo el Ministerio de Transición Ecológica de España, hizo otras acciones. Con el tiempo recibieron la notificación, una citación judicial, fueron acusadas de diferentes delitos y finalmente esta asociación Futuro Vegetal fue ilegalizada y varias militantes de esta organización que están encarceladas. Esto no solo ha ocurrido con esta organización, es una estrategia que la justicia española lleva a cabo de forma habitual. Primero detienen a compañeras por delitos contra el patrimonio, delitos de odio. Ahora hablaré de los delitos de odio porque es muy interesante lo que sucede en España. Delitos de discriminación. Les acusan, les condenan y una vez que ya tienen una sentencia judicial que les condena por estos delitos, la justicia española, de oficio, el Ministerio Fiscal, acusa a toda la organización de un delito que en España se llama organización criminal, es decir, una organización cuya constitución está únicamente pensada para cometer actos delictivos. Esto le pasó a Futuro Vegetal, le ha pasado a varias organizaciones y en Rebeldía lo hemos vivido recientemente. En febrero se celebró en España la Cumbre de los Patriots. Vinieron varios líderes de la ultraderecha y el fascismo de Europa a Madrid y varias compañeras de mi organización pues decidieron hacer una excursión a Madrid a colgar unos muñecos con la cara de Víctor Orbán, de Marine Le Pen, de Santiago Abascal en un puente. 2 semanas después recibimos una llamada a las 6 de la mañana de nuestro coordinador diciendo básicamente que les habían detenido a las 6 de la mañana en sus propias casas con la idea de llevarlos a disposición policial. A día de hoy están acusados les han acusado de varias cosas, luego retiran los cargos, pero básicamente Vox lo que hizo por nosotras colgar un muñeco de Santiago Abascal, han acusado a mis compañeras de delito de discriminación, delito de daños, tarará. Es un delito que en España tiene cárcel, pero lo interesante sobre una de las principales dificultades que tenemos en España, los movimientos antifascistas, es a raíz de 2019 y lo voy a leer. Sí, quédate en lo de 2019. Lo digo. Donc les procédures de dissolution ne sont pas uniques en France, peut-être que Kimia pourra parler plus précisément de celle de la Jeune Garde, mais en tout cas en Espagne il y a eu des choses à peu près similaires. Par exemple en 2021 il y avait une organisation écologiste qui s'appelait Futuro Vegetal, donc Futur Végétal, qui menait des actions directes, par exemple en mettant de la peinture sur le ministère de la Transition écologique, etc. Et donc ils ont été accusés de plusieurs chefs d'inculpation, comme le délit de haine, dont elle va reparler plus tard parce que c'est un délit assez amusant paraît-il en Espagne, et le délit de discrimination également, ce qui leur permet en fait d'accuser des personnes individuellement, et à partir du moment où une personne est condamnée par la justice, ensuite ça leur permet d'accuser l'organisation comme étant une organisation criminelle. Et donc une fois qu'une organisation est définie comme une organisation criminelle, c'est-à-dire une organisation qui a pour seul but de faire des crimes, et ben ensuite l'organisation peut être dissoute. Ça a été le cas également pour Rebeldía, parce qu'en février il y avait un grand sommet des patriotes, des pseudo-patriotes à Madrid. On en a entendu parler en France puisque Marine Le Pen y était, entre autres avec Viktor Orban, etc. Donc Rebeldía est allé à Madrid pour faire une petite action sur un pont en suspendant des marionnettes de Viktor Orban, de Marine Le Pen et d'un leader de Vox, Santiago
Abascal. Et quelques militants de Rebeldia qui avaient fait ces actions ont été ensuite réveillés par la police à 6h du matin dans leur domicile directement pour être interrogés et ensuite transportés au commissariat, etc. Ils ont été accusés de divers chefs d'inculpation qui ont ensuite été tous retirés, mais Vox a porté plainte puisqu'il y avait son leader qui avait été mis dans les marionnettes pour un délit de discrimination. Et donc ils sont toujours en procès pour l'instant pour un délit de discrimination puisqu'ils ont fait une action avec des marionnettes contre l'extrême droite européenne. Y brevemente sobre la cuestión de los delitos de discriminación en España pasó algo muy interesante en 2019 y es que el Ministerio Fiscal, el Fiscal General del Estado publica un informe para unificar la doctrina en España para interpretar los delitos de discriminación. Me imagino que en Francia será exactamente igual. Tú solo puedes cometer un delito de discriminación si actúas en contra de un grupo legalmente considerado vulnerable. Es decir, personas del colectivo LGTBI, personas migrantes, depende del contexto en España, pues se considera un colectivo vulnerable o no. Bien, el Fiscal General del Estado, el Ministerio Fiscal, en 2019 emite un informe que dice sobre los delitos de discriminación y delitos de odio. Y dice literalmente, ahora lo traducirá él, cuenta en qué consisten ambos delitos y dice, así, ahora te lo pongo, así una agresión a una persona de ideología nazi o la incitación hacia tal colectivo puede ser constitutiva de estos delitos. Lo que esto significa es que los nazis en España, no la ultraderecha, los nazis, son considerados un grupo vulnerable al mismo nivel que cualquier otro grupo que realmente es vulnerable. Cuento esto, que me gustaría que fuese anecdótico, pero no lo es, porque en la audiencia previa del juicio de mis compañeras fuimos a apoyarlas y salimos todas muy sorprendidas porque la acusación de Vox se fundaba en esto. Vox estaba diciendo, vosotras habéis colgado nuestros muñecos, pero como los nazis son un grupo vulnerable, vosotras estáis estáis cometiendo un delito de discriminación. El abogado de mis compañeras en ese momento se sonrió y preguntó a la acusación si Vox está utilizando esta orden sobre los nazis para pedir una condena de 1 a 4 años de cárcel para 5 chavales que colgaron unos muñecos feos. ¿Sois nazis? Bueno, nadie contestó esa pregunta. El juez dijo que, siguiente pregunta. Esto es anecdótico, pero esta es la principal dificultad que tenemos en España, que el antifascismo tiene en España. La persecución política, la amenaza personal y la judicialización de la ideología política. Que yo problematice, que yo hable, que yo identifique o que yo señale a ciertas personas como fascistas, como nazis, como socialdemócratas, es libertad de expresión, pero en España cada vez más parece que se está convirtiendo en un delito. No sé si llegará el momento en España en el que criticar al presidente del gobierno, independientemente de la ideología que tenga, sea también ir contra un grupo vulnerable. Donc ce fameux délit de discrimination qui a été utilisé par Vox pour porter plainte contre les militants qui avaient affiché des marionnettes en février au sommet des Patriotes, en fait il se base sur un rapport du ministère en 2019 pour uniformiser un peu ce qui peut être considéré comme un délit de discrimination. Et ce qui peut être considéré comme un délit de discrimination, c'est quand on s'attaque à un collectif dit vulnérable. Donc par exemple les collectifs LGBT sont considérés comme un délit, comme un collectif vulnérable. Sauf qu'il y a aussi un passage très précisément, qui dit que une agression sur une personne d'idéologie nazie peut être inclus dans ce type de délit, puisque les nazis sont considérés comme un collectif vulnérable en Espagne. Et donc, c'est pas si anecdotique que ça dans la manière dont c'est rédigé, puisque à ce fameux procès où Vox a porté plainte contre les jeunes de Rebeldia sur les marionnettes, pendant l'audition, le plaidoyer de Vox s'est basé sur ce passage en disant qu'il réclamait 1 à 4 ans de prison
contre les jeunes, puisque il se basait sur le délit de discrimination, puisqu'il disait que si vous vous attaquez à un collectif nazi, eh bien vous faites un délit de discrimination. Donc l'avocate des jeunes a demandé, mais dans ce cas-là, si vous vous basez sur cet article qui dit que attaquer les nazis est une discrimination, vous considérez-vous donc comme nazi? Il n'y a pas eu de réponse à cette question et on est passé à la question suivante. Mais tout ça pour dire que le principal problème de l'antifascisme aujourd'hui en Espagne, c'est un peu comme en France, l'augmentation de toutes ces lois répressives et surtout les trous noirs qui peuvent exister dans ces lois et qui permettent ce genre de petites surprises de la part des nazis, et que donc la judiciarisation permanente de ce genre d'action fait que c'est de plus en plus difficile pour les militants de se mobiliser en Espagne. Et elle dit, je ne sais pas si un jour critiquer le président ou le Premier ministre, peu importe son affiliation politique, sera un jour interdit, mais on y viendra peut-être, puisque l'empilement de toutes ces lois répressives nous amène à quelque chose du genre. Donc tu l'as dit, toute cette instrumentalisation de l'appareil juridique contre les organisations antifascistes, ça fait partie des obstacles que l'État essaye de mettre en place contre les organisations antifascistes. Mais avant ça, avant même d'en arriver à l'usage de l'appareil juridique, la complaisance des pouvoirs publics avec les fascistes, elle passe par énormément de choses. Et chez nous, à Lyon, c'est par exemple quand, en 10 ans d'existence de locaux fascistes, les préfets ne se sont jamais penchés sur la question de l'existence des locaux fascistes et de ce qui s'y passait. Il a fallu attendre 2022 que Sinisa Milinov, l'un des leaders du groupe identitaire Uros, porte un coup de couteau à un jeune homme parce que maghrébin, pour que l'État mette son nez en fait dans les activités des groupes fascistes. Il a fallu attendre, notre travail de terrain, notre travail en interrogat, pour que l'État mette le nez là-dedans et qu'on aboutisse à la fermeture de ces locaux fascistes. Mais la complaisance de l'État avec l'extrême droite, ça passe aussi par exemple par l'interdiction de faire passer la Pride dans le Vieux-Lyon. Donc le Vieux-Lyon, c'est un quartier où, en gros, il est rempli de faf, en gros. Il y a full up de faf là-bas. Et donc pour ne pas heurter leur morale réactionnaire, les autorités ont décidé d'interdire le passage de la Pride dans ce quartier-là. Ça passe aussi par exemple par l'attaque d'un tramway où se trouvait Raphaël Arnault à la suite d'une conférence qu'il venait de donner à la mairie, où ce jour-là, plusieurs militants fascistes en fait, sont arrivés en fait, au niveau du tramway où se trouvait Raphaël Arnault, armés de barres en fer, de casques de moto, de lames, pour l'attaquer en fait, et tout simplement pour l'agresser. Sous le regard des caméras de surveillance à visage découvert en plus, sans que ça ne fasse l'objet d'aucune poursuite judiciaire. Donc elle est là, la complaisance de l'État avec l'extrême droite. Elle est aussi dans le fait que le gouvernement annonce la dissolution arbitraire de notre groupe La Jeune Garde à la suite d'une suggestion qui a été faite par le groupe identitaire et faussement féministe Némésis. Il a fallu que ce groupe identitaire suggère au ministre de l'Intérieur de dissoudre La Jeune Garde pour qu'on en arrive là et pour mettre en place l'appareil judiciaire. Pour que l'appareil judiciaire se mette en place et pour que ce travail de répression soit mis en place. Dans cette stratégie-là, ce qui a aussi voulu être fait, c'est mettre les antifascistes et les fascistes dos à dos. C'est vouloir nous comparer, c'est vouloir faire comme si on était au même niveau. Alors que, si on se penche 2 minutes sur le décret de dissolution de Lyon Populaire, on y trouve quand même des choses qui relèvent de l'incitation à la haine raciale, là où on reproche à la Jeune Garde de flouter la tête de ses militants sur les photos. On en est là quand même en termes de répression, en termes d'obstacles des autorités vis-à-vis des groupes antifascistes. Et donc voilà. ¿La has hecho? Pero ya la he anunciado, ¿no? No, sí. Vale, espera, voy a leerla. One moment, please. A ver. Ok, vale. Sobre la importancia, sobre por qué tenemos que empezar a construir ya un movimiento antifascista internacional. Hace unos días, preparándome esto, leí una nota de prensa de hace un par de años que va a dar la respuesta que voy a dar. Cuando Víctor Orbán empieza hace muchos años a dar pasos para convertirse en presidente de su partido, hubo un personaje que le ayudó con toda la campaña comunicativa, que le dio la base ideológica de su programa,
me puse a investigar sobre este personaje porque era muy curioso. La conclusión de esa búsqueda es que la persona que ayudó a Víctor Orbán a llegar a la presidencia de su partido fue la misma que hizo la campaña comunicativa de Netanyahu. Este tipo de relaciones entre fascistas a nivel internacional no son nuevas. Yéndome al siglo XX, Francisco Franco, Hitler eran muy colegas. Hitler y Mussolini, pues me imagino que no se llevarían mal. Es histórico, quiero decir, no estamos hablando de nada nuevo, pero parece que la izquierda no nos ponemos con eso, porque, por contar otra anécdota, cuando nos pusimos a trabajar en la formación de un movimiento juvenil del European Left Alliance, no encontrábamos los contactos de las compañeras de las otras organizaciones políticas que compartían espacio político en el Parlamento Europeo. Tardamos 7 meses en contactar con Polonia, en contactar con Finlandia, en contactar con Francia o incluso con Portugal. Entonces, la Alianza Fascista Internacional lleva un siglo funcionando. Llegamos muy tarde, no tenemos las mismas herramientas, estamos mucho más lejos que ellos de ser status quo. Pero nos va la vida en ello. En el momento en el que vimos esta semana la foto de líderes europeos alrededor de la silla de Donald Trump, en el momento en el que ves a Donald Trump manejando territorios ajenos que deberían de tener su propia soberanía, en el momento en el que ves a Donald Trump, y estoy hablando de Donald Trump como podría hablar de otro, en el momento en el que ves a Donald Trump hablando de cuál va a ser el destino de Gaza, en el momento en el que el genocidio acabe, te das cuenta de lo que decía. La internacional fascista está montada. Si no reaccionamos, no voy a decir lo que considero que pasará. Entonces, voy a volver a... Sí, vale. Donc pourquoi l'importance d'avoir un mouvement international antifasciste, européen et international. Elle parle d'un article de presse qu'elle a lu où Viktor Orban, au moment de devenir le président de son parti, de faire campagne, etc., il a été aidé sur sa communication, il a été aidé sur ses thématiques, il a été aidé dans son fondement idéologique par une personne. Et cette personne, quand on cherche un peu, c'est la même personne qui a aidé Netanyahou à arriver au pouvoir en Israël. Donc cette relation internationale entre les différents fascistes n'est évidemment pas nouvelle. On pense au XXe siècle, elle dit qu'évidemment il y avait des liens entre Hitler et Franco, elle dit qu'elle pense qu'avec Mussolini ils s'entendaient probablement pas si mal, et du coup que la gauche ne comprend pas tellement ça, puisque elle parle de l'expérience qu'ils ont eu avec le mouvement donc, de l'Alliance européenne de gauche quand il a été question de fonder un mouvement de jeunesse. Ils ont mis 6 mois à trouver les contacts de toutes les autres partis de gauche, qui était très difficile de savoir qui étaient les responsables de chaque organisation de jeunesse de gauche à travers les simples 7 pays de l'Union européenne membres du parti, et que donc en fait les fascistes ont un siècle d'avance sur la coordination internationale que pourrait avoir le mouvement de gauche antifasciste aujourd'hui. Pourtant, il y a une importance énorme à le construire, parce que quand on voit Trump qui décide lui-même des nouvelles frontières du monde en Ukraine, en Russie, qui décide lui-même du sort de Gaza avec tous les leaders européens à ses pieds dans son bureau, ça montre que l'internationale fasciste, elle est arrivée au pouvoir un peu partout là, et que c'est elle qui dirige le monde, et que du coup, il faut absolument aujourd'hui avoir une coordination antifasciste internationale, parce que sinon, on préfère pas penser à ce qui pourrait arriver si on n'a pas de réponse coordonnée en face. Entonces, para acabar, la segunda pregunta de esta pregunta es cómo favorecer la cooperación internacional. Si tuviese la respuesta, sería multimillonaria y probablemente Podemos igual habría ganado las elecciones. Entonces, como creo que todas coincidimos en que esta internacional antifascista no existe aún, sino que estamos en proceso de crearla, estamos en construcción. Voy a hacer 2 apuntes que considero, creo son importantes a la hora de abrir un debate, problematizar y empezar este proceso de construcción. En primer lugar, creo que desde Europa tenemos que empezar a observar y a aprender, a escuchar a compañeras, por ejemplo, del continente latinoamericano. El movimiento antifascista latinoamericano lleva muchísimos años en coordinación. Tienen otras formas de lucha
internacional que igual no tendríamos que copiar tal cual, el contexto latinoamericano y europeo es diferente, pero quizá empezar a estudiar cómo importar lo que decíamos antes, las cuestiones que funcionan en otras partes del mundo y replicarlas en Europa. Pero sobre todo creo que lo que tenemos que empezar a hacer como jóvenes antifascistas y empezar a discutir esto no solo en el plano nacional, en nuestros propios estados, sino empezar a hacerlo en el entorno internacional, es empezar a discutir el ideal de vida que el antifascismo en Europa quiere proponer. El fascismo es absolutamente ideológico, tiene un plan, o sea, tiene una propuesta ideológica. Tiene una propuesta ideológica que es el blanco, clase media rico, porque la clase media, por lo menos en España, está desapareciendo. El blanco, el rico, el hombre, heterosexual, evidentemente de origen occidental. El antifascismo es que no nos ponemos de acuerdo. Entonces, le escuché a un político español una vez hablar de esta cuestión y voy a darle los créditos porque no me lo he inventado yo, ¿no? Pero él habla mucho de los pilares que tienen que tener este nuevo ideario antifascista, este nuevo ideario de izquierdas y que se tiene que poner en común en toda Europa. Y se basa en 3 pilares: familia, estabilidad social y trabajo, que son las 3 cuestiones que creo que a todo el mundo le importan. La familia, la capacidad que tú tengas de generar un proyecto de vida, da igual cuál, da igual la forma, pero que tengas la posibilidad de llevar adelante un proyecto de vida y que con 25 años, con 26 años, no hayas salido de la universidad y no sepas qué va a ser de tu vida porque ni siquiera puedes permitirte un alquiler. En segundo lugar, la seguridad social, es decir, generar un discurso sobre por qué lo público es importante, sobre por qué lo público es la mejor defensa y no el rearme, sobre por qué lo público, sobre por qué la escuela pública, la educación pública nos permite tener sociedades muchísimo más cohesionadas y con un escudo social muchísimo mayor que en Estados Unidos, que si vas a parir y no tienes dinero, puedes no parir en el hospital. Si estás en Estados Unidos, te partes una pierna y necesitas que una ambulancia te lleve al hospital y no te la puedes pagar, te quedas con la pierna rota en la calle y te vas andando al hospital. Entonces, familia, seguridad social y trabajo. Estoy muy cansada en España y en el resto de Europa de ver cómo la izquierda asimila el discurso de la derecha sobre la inmigración y el trabajo. Si la ultraderecha rechaza al inmigrante, la derecha liberal y la izquierda asumen el discurso de la migración necesaria. No, es que el migrante es necesario porque trabaja. No, es que el migrante es necesario porque no viene gente sin estudios. A España viene gente, vienen médicos, vienen profesores, vienen electricistas. El migrante, da igual si trabaja o no trabaja, es un ser humano. Existe el derecho humano a moverse por el planeta libremente y más cuando estamos asumiendo que vivimos en un liberalismo global. Si hay libertad de capital, hay libertad de personas. Entonces, creo, y ya para acabar, que me he emocionado y todo. Que el antifascismo, lo que queremos construir, y creo que este es un muy buen paso, tenemos que aprender de otras experiencias antifascistas y de cómo viven la lucha internacional y por otra parte, de verdad, sentarnos y empezar a elaborar entre todos y todas un plan de vida que no solo nos atraiga a las personas de izquierda, sino que sea lo suficientemente humano para que la gente que no está de acuerdo con nosotras entienda que lo que nosotras proponemos es más justo y más acorde con la vida humana que quizá el fascismo. Bon, si vous avez applaudi, c'est que vous avez compris, j'ai pas besoin de... Non, la question comment développer un antifascisme au niveau européen et international, elle dit que si elle avait la réponse, on serait probablement pas là et on aurait déjà gagné toutes les élections. Mais une des possibilités, c'est d'abord d'observer et d'apprendre ce qui se fait ailleurs et notamment en Amérique latine, puisqu'en Amérique latine, le mouvement antifasciste existe depuis de nombreuses années et a réussi à avoir une coordination internationale très intéressante. Ils ont des années d'expérience et donc il faut observer ce qu'ils ont su faire, les modes d'action, évidemment pas les importer en tant que tels puisque la situation est différente, mais en tout cas permettre de s'inspirer des modes d'action qui ont pu avoir lieu en Amérique latine et sur la coordination internationale qu'ils ont pu avoir. Et le deuxième point selon elle, c'est de discuter de l'idéal de vie qu'on veut proposer et qu'on veut opposer
au fascisme, quelle proposition on veut faire, puisque la proposition du fascisme, elle est très claire, c'est-à-dire les blancs, les classes moyennes supérieures, en tout cas les personnes riches, les hommes, les personnes hétérosexuelles, enfin voilà, le monde pour qui ils veulent construire un monde, il est assez clair, il est évident, et leur proposition, elle est très compréhensible pour tout le monde. Nous, on a plus du mal à se mettre d'accord à gauche parfois sur l'idéal de vie qu'on a envie de proposer, et quelle société on a envie de proposer aux gens en opposition à ce modèle fasciste qui est développé dans les médias. Et donc, elle explique qu'elle a entendu un politicien espagnol à qui veut donner le crédit de ce qui va suivre, mais qui propose plusieurs piliers importants en opposition aux piliers fascistes qui sont développés. D'abord, la question de la famille, et pas au sens de la famille traditionnelle telle qu'elle est imposée dans le travail, famille, patrie, mais au contraire, la question de la liberté familiale, et c'est-à-dire la question de la possibilité d'avoir une famille, de créer sa famille selon le modèle dont on a envie, pas selon des cadres qui sont imposés, qui aujourd'hui est quasiment impossible, a fortiori plus en Espagne qu'en France, mais par exemple des jeunes de 25, 26, 27 ans qui n'ont pas les moyens de quitter le domicile de leurs parents parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un loyer, et ben ils sont bien embêtés quand ensuite ils veulent développer une vie individuelle, et donc la possibilité pour chacun de pouvoir se loger, de pouvoir avoir un travail, de pouvoir avoir une rémunération correcte qui permette ensuite d'avoir la liberté ou non de fonder une famille selon un modèle qui n'est pas forcément préétabli. La deuxième chose, c'est la sécurité sociale, la santé démocratique, et donc le public en opposition au privé que veut développer partout l'extrême droite, la question du public, parce qu'elle dit quand on est en France et à Paris, on se casse la jambe, on peut facilement aller à l'hôpital, alors que si on se casse la jambe dans une rue aux États-Unis, on n'a même pas une ambulance qui vous emmène parce qu'on a la facture sur les bras ensuite, et qu'on reste avec son genou cassé au milieu de la rue, et on peut pas être emmené à l'hôpital. Et donc ça, la question de la sécurité sociale, il faut absolument conserver le modèle français actuel et le modèle européen, et même le développer, puisqu'il est aujourd'hui attaqué de toutes parts vu qu'on suit un modèle états-unien, et donc il faut surtout préserver cette santé démocratique qui passe par la santé et la sécurité sociale. Et puis la troisième, c'est la question du travail, puisque elle trouve dommage que la gauche assimile aujourd'hui le discours réactionnaire sur l'immigration, en disant que l'immigration est une chance et l'immigration est une nécessité parce que les personnes immigrées travaillent, et qu'elle trouve que ce discours-là, en fait, que la gauche récupère, est une mauvaise idée parce que c'est l'infusion des idées d'extrême droite dans le discours de gauche, et qu'en fait une personne migrante c'est un être humain, et que c'est pas parce qu'elle travaille ou qu'elle travaille pas qu'elle est utile, mais qu'aujourd'hui si des personnes migrantes travaillent, c'est aussi parce que y a des médecins qui arrivent d'autres pays, il y a des ingénieurs, il y a des gens qui sont extrêmement formés, et qu'aujourd'hui on a perdu ça dans les pays d'Europe, l'accès à la formation, l'accès à l'éducation qui permet d'avoir du travail, et que ce problème d'avoir du travail, on le prend trop souvent sous l'angle de la droite qui dit que voilà, il y a des personnes feignantes, etc., et que la gauche essaye de le contrer en disant l'immigration c'est super parce que ces gens-là travaillent. C'est pas comme ça qu'on doit prendre aujourd'hui l'immigration, on doit le prendre comme un droit humain indispensable, mais au contraire on doit aussi repenser les organes de formation pour que tout le monde puisse avoir le travail qu'il souhaite, et avoir cette indépendance-là. Et du coup ça, on a besoin de le développer en tant que gauche, et qu'on a besoin de développer un discours d'un nouvel idéal de vie qu'on doit mettre en face de cet idéal de vie fasciste qui lui est largement en tout cas répandu dans les médias, et qu'on a besoin de se pencher sur cette question-là, d'en discuter ensemble, et que c'est un des préalables aussi à la construction d'un idéal de vie collectif au niveau national, d'abord parce que c'est comme ça qu'on doit le discuter, parce que toutes les problématiques sont pas forcément les mêmes. En Espagne par exemple, la question du loyer, du logement pour les personnes d'une trentaine d'années est pas tout à fait la même qu'en France, et inversement la question de la sécurité sociale aujourd'hui en France est pas tout à fait la même qu'en Espagne aujourd'hui. Donc d'abord avoir un discours au niveau national, mais ensuite avoir des grands objectifs communs qui s'opposent à cette internationale fasciste qui elle a un discours très clair et très construit. Comme tu l'as dit, il y a une vraie importance à avoir un mouvement de jeunesse antifasciste déployé à l'échelle européenne. Et pour cause, on le voit en Europe, l'extrême droite prend de plus en plus de place, prend de plus en plus de terrain. Ça se traduit par des procédures de dissolution arbitraire qui sont lancées en veux-tu en voilà. Ça passe aussi par le fait que des groupuscules d'extrême droite ont de plus en plus de facilité à passer aux actes. Je pense aux émeutes racistes qui se sont tenues en Angleterre ou en Espagne. Et donc tout ça, ça témoigne d'une vraie, au-delà d'un but, mais d'une vraie nécessité d'organiser et de mettre en place un mouvement de jeunesse antifasciste à travers l'Europe. Et donc ces mouvements antifascistes doivent se développer sous la base d'une posture très claire, incarner une posture de
on va dire, paratonnerre pour que notre camp social et politique puisse continuer à exprimer ses idées politiques en toute sécurité, en toute quiété. Et c'est vraiment comme ça qu'on s'est toujours défini à la Jeune Garde. Et pour cause, notre bilan il est quand même assez positif dans l'ensemble. On a réussi à faire fermer 7 locaux fascistes à Lyon et dans d'autres villes. On a réussi à... Non, il faut le dire, c'est vrai, il faut applaudir. On a réussi à organiser et à mettre en place des pratiques d'autodéfense sur le plan, enfin, comme sur toute la stratégie que j'ai développée, sur le plan médiatique, sur le travail de terrain, sur le travail d'organisation. On a réussi à quand même répondre à certains de nos objectifs qui étaient de combattre l'extrême droite partout et tout le temps là où il se trouvait. Et avec notre force militante, on a réussi à investir un député dans le Vaucluse. Donc ça aussi, ça fait partie d'un bilan plutôt positif de la Jeune Garde. Et pour cause, chez nous, il y a un vrai sentiment anti-Jeune Garde qui s'est développé de la part de certains groupuscules fascistes. Maintenant, ils déploient l'essentiel de leur force dans le fait de, par exemple, dégrader nos affiches, arracher nos sticks. Il y a un vrai sentiment anti-Jeune Garde et pour cause, le 22 mars, il y a eu une manifestation contre l'extrême droite qui a été organisée un peu partout en France. Donc ça s'est très bien déroulé chez nous à Lyon. On avait un beau cortège de jeunesse, la jeunesse reprenait nos chants. On a réussi vraiment à mobiliser un maximum de personnes. À la fin de cette manifestation, toujours dans une logique d'autodéfense, on est reparti groupé vers un point pour débriefer de cette manifestation qui s'était très bien déroulée. Et c'est là en fait que plusieurs militants fascistes en fait, avaient préparé un guet-apens à l'encontre de plusieurs militants de la Jeune Garde. Donc ils sont venus avec des matraques télescopiques, il y avait un chien, il y avait une lame. Ils ont même porté des coups à une camarade femme de la Jeune Garde, donc ça aussi pour un peu détruire le mythe selon lequel les fascistes ne s'attaquent pas aux femmes dans la rue. Les fascistes s'attaquent aux femmes de la rue. Il y a une camarade de la Jeune Garde qui a été rouée de coups par cette bande de militants fascistes au cours de ces guet-apens. Bon, après, je vous rassure, on a quand même réussi à les faire courir sur plusieurs mètres, hein, parce qu'il faut pas déconner, quoi. Mais ce qu'il faut aussi retenir dans tout ça, donc la victoire elle est là dans le fait que ils ont couru, au final ils ont fait un guet-apens, ils ont fini par courir comme des lapins, donc ça aussi il faut le saluer. Mais aussi par le fait qu'ils aient attendu la fin de la manifestation et pour s'attaquer à des militants de la Jeune Garde, alors qu'il y a quelques années, ils n'auraient pas hésité un seul instant à s'attaquer à une manifestation de gauche. Et donc la victoire aussi, elle est là, elle est dans le fait qu'on a su s'organiser pour que notre camp social et politique puisse véhiculer ses idées, puisse s'exprimer politiquement dans un espace sans... J'ai pas envie de dire craindre une attaque de l'extrême droite, mais j'ai presque envie de dire ça parce que ce jour-là, en fait, ils n'ont pas bougé, le petit doigt pendant qu'on était en train de manifester dans toute la ville. Et donc, aujourd'hui, on essaie de faire croire que la jeunesse vote l'extrême droite. Alors, c'est partiellement vrai parce qu'il y a une part de la jeunesse qui est fan des TikTok de Bardella. Bon. Mais en réalité, la majeure partie de la jeunesse est plutôt progressiste et plutôt tolérante et a envie de s'engager dans la lutte contre l'extrême droite, dans la lutte contre le racisme et dans l'antifascisme. On l'a dit, l'extrême droite gagne du terrain en Europe et le rôle de la jeunesse, notre rôle, c'est d'empêcher ces milices fascistes d'accéder au pouvoir, c'est d'empêcher ces milices fascistes de passer aux actes et là où l'extrême droite est déjà au pouvoir, c'est de l'empêcher de mettre en place et d'appliquer son programme raciste. Et c'est la raison pour laquelle il faut construire un mouvement de jeunesse antifasciste. Il y a vraiment une nécessité, il y a vraiment une importance. Il faut construire un mouvement de jeunesse antifasciste à l'échelle de l'Europe. Il faut permettre à la jeunesse antifasciste de se rencontrer comme là on le fait. Hein. On a la chance aux amphis de pouvoir rencontrer des camarades d'Espagne. Nous à Lyon, on organise, il va y avoir les forums sociaux antifascistes qui vont se tenir. Donc ça c'est à l'échelle de notre ville, mais plus largement à l'échelle de l'Europe, il faut permettre à la jeunesse de s'organiser pour promouvoir des idées antifascistes, pour développer un socle idéologique commun pour pouvoir mener cette bataille culturelle et médiatique et pour pouvoir proposer des temps d'échange collectifs à l'échelle européenne parce que face à l'extrême droite, on le dit, ça a toujours été notre slogan, face à l'extrême droite, riposte immédiate. Merci beaucoup. Le temps file, mais on va quand même prendre une ou deux questions. Très bien. En essayant d'être court pour avoir la traduction.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier les intervenantes et en particulier la camarade Irene dos Països Valencia, qui a subi de plein fouet l'humanité de la droite du Parti populaire espagnol lors de la Dana à Valence, avec plus de 300 morts. Et je voudrais rappeler ici aux amphis, maçons, démisseurs. Donc, il faut que le gouvernement du Parti populaire de Valence démissionne immédiatement pour tous ces morts et pour tout ce que l'extrême droite a fait en Espagne. Donc, je milite à la France Insoumise paloise, mais aussi au Bloc nationaliste galicien, étant galicien. Plusieurs sondages, qu'il s'agisse du CIS, Centre d'investigation sociale espagnol, ou d'Electomania, montrent que, dans les nations sans État de l'État espagnol, Catalogne, Pays Basque et Galice, la jeunesse se fait barrage à l'extrême droite et le vote majoritairement à gauche, et surtout dans une gauche nationaliste, respectivement Esquerra Republicana de Catalunya et Euskal Herria Bildu et le Bloc nationaliste gallego. Pendant ce temps, dans le reste de la péninsule, la dynamique bascule vers la droite et l'extrême droite de Vox. Donc la question est simple. Existe-t-il au niveau de l'État espagnol la possibilité de créer un front de jeunesse plurinational antifasciste et au niveau européen, donc plutôt pour la France insoumise, de construire une gauche de rupture antifasciste avec les forces nationales subestatales, comme cela se fait déjà avec l'Alliance de gauche européenne et notamment avec Euskal Herria Bildu. Merci. Ouais, je vais essayer de faire court, mais je vais rester un peu dans le même domaine. Globalement, on a parlé du fait qu'il y avait une part de plus importante de la jeunesse qui basculait à l'extrême droite, même si la jeunesse restait sous-représentée dans le vote d'extrême droite. Il y a un pays qui fait exception, c'est l'Espagne, justement, où on a un gouvernement de gauche et où, selon les derniers sondages, là où Vox ferait environ 15% des voix dans la population générale, ils obtiendraient 36% des voix chez les 18-24 ans. Et donc, je voulais savoir, qu'est-ce qui explique cette exception espagnole? Qu'est-ce qui fait que Vox a une telle popularité, une telle puissance dans la jeunesse, et que la gauche de gouvernement, mais aussi la gauche de rupture, Podemos ou Sumar, n'arrive pas à y répondre? Merci. D'autres questions? Alors bonjour à toutes et à tous, je suis militante syndicaliste et ma question pour le coup c'était donc on a une diversité d'organisations, de modes d'organisation qui sont présentés ici, que ce soit la Jeune Garde, que ce soit la France Insoumise, que ce soit les mouvements même de jeunesse de partis partout en Europe, en Espagne et pas que. Ma question c'était comment on arrive à créer une unité dans le mouvement à travers toute l'Europe qui inclut aussi les diversités d'organisation des divers spectres politiques, incluant aussi la société civile, incluant aussi les syndicats pro et étudiants. Comment est-ce qu'on arrive à mettre tout ce monde autour de la table ? A ver, sobre el plurinacionalismo antifascista. ¿Sabes qué te voy a responder? O sea, mi respuesta es que evidentemente por la cuestión de la represión durante los 40 años de dictadura, todas las consecuencias que se derivan de ello para algo tan importante como es la identidad, evidentemente el antifascismo tiene muchísima más presencia en Galicia, País Valencià, Cataluña y País Vasco. Pero creo que ser antifascista es reconocer, uno, el derecho a votar, a decidir, a veces la democracia directa, que es la más radical, a través de los referéndums. Dos, ser antifascista es rechazar la persecución política, o sea, la persecución judicial por ideales políticos, en este caso los represaliados del 1 de octubre. Ser antifascista es reconocer y ensalzar el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Evidentemente puede haber un antifascismo plurinacional. O sea, creo que el diálogo es posible. Creo que ninguna de nosotras tenemos la solución al conflicto, por llamarlo de alguna manera. Entonces, sí, bueno, a ver, yo es que soy bastante positiva, entonces yo creo que sí que es posible. Es verdad que se dificulta mucho y es lo que
he hablado en algún momento, es una discusión que tengo con mis compañeras, que claro, yo pertenezco a una organización estatal, estos movimientos se suelen, evidentemente, se estructuran en organizaciones territoriales, pero yo también soy de un territorio con identidad nacional, como es País Valencià. Yo también hablo mi idioma, que no es el castellano, es el valenciano. Entonces, yo personalmente, por supuesto, es posible. Creo que la mayoría de antifascistas lo consideran también posible. Y si un antifascista rechaza o omite el derecho de los pueblos a autodeterminarse en su identidad o el derecho de los ciudadanos en democracia a votar, pues igual antifascista no es. Y luego, ¿quieres traducir esto o paso a la segunda? Sur la première question, du coup, sur la question d'un antifascisme plurinational au sein de l'Espagne, évidemment, avec la dictature, vu qu'il y avait une forte présence identitaire dans ces régions, entre autres celles qui ont été citées, le Pays Basque, la région valencienne, la Catalogne, etc., la Galice, etc., il y a des identités qui ont fait que l'antifascisme était plus fort à ce moment-là, mais que depuis, évidemment que selon elle, oui, c'est possible de créer un antifascisme plurinational, parce que si on parle par exemple de ce qui s'est passé en Catalogne au moment du 1er octobre 2017, être antifasciste, c'est reconnaître chacun et chacune dans son droit de vote, donc dans sa possibilité de participer de façon la plus directe à la démocratie, donc c'est-à-dire via le référendum. Être antifasciste, c'est rejeter la violence et rejeter la répression étatique qui se fait ensuite envers les personnes qui organisent ce référendum. Être antifasciste, c'est accepter l'autodétermination de tous les peuples et donc accepter que certains puissent vouloir déclarer leur indépendance. Et donc à ce moment-là, normalement, oui, il est possible d'avoir un antifascisme plurinational parce qu'il n'y a pas que les personnes qui sont concernées par cette question directement qui devraient se revendiquer comme étant antifascistes. Et donc à ce moment-là, si on est vraiment antifasciste, même ailleurs dans le pays, on doit pouvoir se revendiquer comme soutenant ces diverses causes. Elle fait partie de Rebeldia, qui est donc un mouvement à un niveau de tout l'État espagnol au niveau estatal, mais donc ça veut dire globalement qui est pas un mouvement local, mais elle est quand même valencienne, elle a une identité, elle parle sa langue de la communauté valencienne, et c'est pas pour autant qu'on peut pas être antifasciste pour tout le reste de l'Espagne. Donc en fait, ces identités-là favorisent évidemment la naissance d'un antifascisme local parce que c'est des populations qui ont été aussi beaucoup plus persécutées à une certaine époque, mais que la question de l'antifascisme, donc à un niveau européen, c'est une question de solidarité, et toute l'Europe n'est pas frappée de la même manière par le fascisme, donc ça devrait pouvoir être aussi la même chose à un niveau national avec une question de solidarité nationale et donc un antifascisme qui est solidaire de toutes les causes et tous les vécus différents au niveau interne à l'Espagne. Y sobre por qué la gente de mi edad vota a Vox en España, pues ni idea. En España no hay educación política, no nos explican el sistema electoral español. De hecho, yo estudié Derecho, tuve una asignatura solo de Derecho Electoral Español, sigo sin entenderlo. No hay educación política para los jóvenes en la televisión pública. La televisión, los medios convencionales de comunicación son privados y pues los organizaciones políticas, la Iglesia Católica tiene acciones en la mayoría de televisiones, periódicos privados. En España la crisis, como en toda Europa, pero en España la crisis del 2008 a mi generación le ha afectado de manera diferente a la generación de nuestros padres, porque bueno, nuestros padres en aquel momento se quedaron sin trabajo y sin forma de mantenernos a nosotras, pero nosotras estamos viviendo ahora las consecuencias de la nula gestión de la crisis económica del 2008 con la privatización de nuestra educación, el aumento de los precios de la vivienda, como en Francia, no estoy contando nada nuevo. Cierto es que en España la migración, considero, no es un problema, es una oportunidad, pero cuando hay un hecho, que es que España es receptora de ruta migratoria y los gobiernos de España, da igual el color del gobierno, no lo gestiona, convierten un hecho que no está ni bien ni mal, es un hecho, la gente viene en un problema por la falta de gestión, cometiendo actos que incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado, como son las devoluciones en caliente. Entonces, lo que quiero decir es que en España, sí, el 40% de la gente de mi edad vota a Vox y la gente que es de izquierdas no vota.
lo cual hace que los mítines de Santiago Abascal se llenen de hombres de mi edad, porque de mujeres no tanto, enarbolando banderas de Vox, banderas del aguilucho. Bueno, pero es que no sé dar la respuesta, no sé por qué la gente de mi edad vota a Vox, porque la mayoría de población en España, como en todos los países del mundo, es población trabajadora, población obrera, y parece que Santiago Abascal incita mucho a la España que madruga a votarle. Entonces no tengo ni idea. Creo que nadie sabe por qué, la verdad. Pas de réponse précise sur la question de pourquoi Vox est aussi présent chez les jeunes en Espagne. Il y a plusieurs explications qui peuvent être trouvées. Par exemple, le manque d'éducation politique en Espagne. Elle a eu des cours de droit et notamment de droit électoral sans pour autant comprendre, parce que le droit électoral espagnol est incompréhensible et je pense que quiconque ici qui le connaît pourra confirmer. Que les moyens de communication, la télévision, etc. sont aux mains du privé et notamment de l'Église catholique en Espagne qui a beaucoup de journaux, etc. et qui permet de diffuser ses idées comme ça. Mais il y a une explication quand même très importante qui est la crise de 2008 qui a frappé beaucoup plus violemment l'Espagne, donc le sud de l'Europe. On connaît le cas de la Grèce, mais l'Espagne et le Portugal ont été très violemment frappés par la crise de 2008 et sa génération a été beaucoup plus frappée par la crise de 2008 que la génération précédente, puisqu'on vit encore aujourd'hui les conséquences de la mauvaise gestion de la crise de 2008, avec notamment la privatisation de l'éducation, avec l'augmentation des loyers, et on parlait tout à l'heure de l'impossibilité pour les jeunes d'une trentaine d'années de se loger. C'est une des conséquences de la crise de 2008 et donc ça c'est un fait important qui fait que les jeunes l'ont prise de plein fouet, et donc peut-être une des explications du vote à l'extrême droite. Et aussi la question de la migration. Alors elle dit évidemment c'est pas considérer l'immigration comme une chose mauvaise, mais que la non-gestion de la migration par les gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, a fait que voilà, il y a un problème d'absence de gestion totale, la migration devrait être beaucoup mieux prise en charge par les gouvernements, surtout ceux qui sont de gauche, mais que actuellement l'Espagne a même été condamnée par les tribunaux internationaux pour des atteintes aux droits des personnes migrantes, notamment ceux qui travaillent et que sans qu'il y ait de gestion correcte des phénomènes migratoires, les personnes le perçoivent comme un problème, alors même que ça ne devrait pas l'être si c'était bien fait par les gouvernements actuels, et que donc oui, ils sont condamnés par le tribunal pour les migrants qui travaillent dans la chaleur dans le sud de l'Espagne. Donc ça fait que le problème, c'est qu'on a des jeunes aujourd'hui, et notamment des jeunes hommes qui votent à l'extrême droite, principalement des jeunes hommes, pas tant les femmes, ce qui est un cas similaire à d'autres pays d'Europe, et que en fait les jeunes de gauche, eux, ne votent pas. Donc ça veut pas forcément dire que tous les jeunes en Espagne ont basculé à l'extrême droite, mais ça veut dire en tout cas que ceux qui votent et que ceux qui se sentent capables, notamment les hommes, de l'assumer publiquement, de voter, eh bien ils votent à l'extrême droite, alors que les jeunes de gauche participent beaucoup moins aux élections. Donc c'est pas une explication complète, mais en tout cas c'est des ficelles qui peuvent peut-être aider. Du coup, moi, je vais répondre à la question sur comment on amène en fait toutes les formations de gauche à avoir des pratiques communes. Je pense qu'il n'y a pas de réponse type et établie. Par contre, il y a des pistes qu'on peut aborder, et notamment le travail unitaire que nous, on a pu expérimenter par le passé avec la Jeune Garde, qui a porté ses fruits justement parce que on est arrivé quand même à un bilan qui est la fermeture de locaux fascistes. Et donc, il y a une vraie nécessité en fait de se rencontrer déjà, comme on le fait aujourd'hui, et d'avoir une formation politique commune. Parce qu'aujourd'hui, je veux dire, il y a une partie de la gauche qui n'est pas carrée, par exemple, sur les questions d'islamophobie ou d'antiracisme. Ça, on ne peut pas non plus continuer de faire comme si ça ne coûtait pas en fait à la gauche. Ça aussi, ça coûte à la gauche parce qu'il y a une partie qui n'arrive pas à se positionner très clairement sur les questions d'islamophobie, sur les questions du voile, sur les questions d'antiracisme. Donc ça passe par de la formation politique commune, et ça passe aussi par le fait que ça ne doit pas rester de l'ordre du théorique. En fait, il faut qu'au bout d'un moment, on passe à l'action et qu'on mette en place des choses concrètes pour pouvoir lutter contre l'extrême droite. Parce que si on a des pluralités dans les modes d'action, si on a des divergences sur certains positionnements politiques, on est tous d'accord sur le fait qu'il y a une nécessité de lutter contre l'extrême droite. Et donc, je pense qu'on est capable de dépasser, on va dire, ces divergences-là pour mettre en place un travail politique concret pour pouvoir lutter contre l'extrême droite de manière efficace. Et il faut aussi rappeler que le coût de la mobilisation, le coût de la lutte n'est pas le même pour toutes et tous. Je vais prendre un exemple très concret. Quand je suis partie sur le Handala, j'avais un camarade palestinien, jeune aussi, qui devait partir avec nous et qui n'a pas pu partir parce que sa famille a été menacée, parce qu'il y a eu des rétorsions directes sur sa famille, parce que palestinien, parce que racisé. Donc évidemment,
c'est aussi notre rôle d'être solidaire avec les camarades qui ne peuvent pas s'engager de la même manière, du même degré. Donc c'est important que la jeunesse favorisée notamment prenne 2 fois sa part, et parce que l'exposition est évidemment plus facile quand on est blanc, favorisé, etc. Et aussi rappeler ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, à savoir qu'on est des bipèdes. Donc on a 2 jambes, donc une jambe qui est effectivement dans les processus électoraux, parce que quand la jeunesse se mobilise, elle peut faire basculer des élections, mais une jambe évidemment aussi dans la rue. Donc pour dire une chose très claire, c'est que les fascistes n'ont pas leur place ni dans nos lieux d'études, ni dans nos villes, ni dans les institutions politiques, ni dans la rue. Donc évidemment, pas de quartier pour les fachos. Merci.